Alors, c'est parti pour ce nouveau module sur l'accès à l'électricité. Donc, après avoir discuté de l'accès à la cuisson propre et des combustibles fossiles, on va s'intéresser au deuxième composant de l'accès à l'énergie sous l'ODD numéro 7. Et pour cela, donc on va discuter de plusieurs points. Peut-être commencer par un aperçu de ce qu'est l'accès à l'électricité de la situation. Dans une deuxième partie, on va faire un éclairage un petit peu plus technique sur les données et les statistiques, c'est-à-dire comment sont collectées les données, comment peut-on les en rendre compte, comment peut-on définir des indicateurs. Et on finira en regardant plutôt vers le futur et vers les exercices de modélisation, à savoir comment peut-on s'y prendre pour projeter, pour faire de la modélisation sur cette thématique et quelles peuvent être les conclusions auxquelles on arrive. On commence tout de suite avec des questions Menti. Alors, la première question qu'on vous pose, c'est selon vous, quel est le taux d'électrification en Afrique, c'est-à-dire le nombre de personnes qui ont accès à l'électricité. Et on regarde là des données qui datent de 2018. Donc le périmètre, pardon, c'est l'Afrique subsaharienne. Alors effectivement, on a déjà une majorité de réponses qui sont correctes, c'est-à-dire qu'en 2018, le taux d'électrification en Afrique est de 45%, soit 500 millions de personnes qui sont connectées. Donc ça, c'était une question assez facile d'entrée. Si on réfléchit maintenant aux grandes régions ou aux grands pays du monde et au nombre de personnes qui sont dépourvues d'accès à l'électricité, on vous demande de les classer de la région qui contient le plus de personnes sans accès à celle qui en contient le moins, et pour des données pour aujourd'hui, évidemment. Donc, je vous laisse un petit peu de temps pour classer toutes ces régions. Et ce qu'on verra dans la suite de la présentation, c'est que la photo actuelle, selon les données de 2018 ou 2019, est significativement différente d'une photo qu'on aurait pu prendre en 2010 ou en 2000. C'est-à-dire que les dynamiques de chaque région les trajectoires ont été assez différentes. Alors, pour l'instant, on nous place l'Afrique de l'Ouest comme la première région avec en termes de population sans accès à l'électricité. C'est effectivement la bonne réponse. On verra un petit peu plus les chiffres en détail. Et ensuite, pardon, je ne pensais pas qu'il y avait Oui, par Afrique du Sud, on voulait dire la région Afrique australe dans son ensemble, non pas le pays d'Afrique du Sud. J'aurais dû repréciser cela. Mais ensuite, donc, on voit que vous placez l'Afrique de l'Est en deuxième position, l'Afrique centrale et les autres régions du monde. Mais on verra ça dans le détail, mais c'est effectivement assez proche de nos données pour 2018. Alors, une nouvelle question. Maintenant, on va un petit peu quitter notre périmètre d'analyse sur les ménages et regarder les centres de santé. Allez, la question qu'on vous pose, c'est selon vous, quel pourcentage de centres de santé n'ont pas accès à une électricité fiable? C'est évidemment un sujet dont on a beaucoup parlé cette année avec la pandémie, de savoir quel était l'état des établissements sanitaires, des centres de santé, et quel était leur accès à l'électricité.
La pandémie a par ailleurs accéléré l'attention portée aux besoins d'électrifier et d'équiper davantage ces centres de santé. D'accord, donc pour l'instant, les réponses sont assez partagées. Ouais, on a pour l'instant une égalité parfaite entre 35% de centres qui n'ont pas accès à l'électricité ou 60%. Donc, pensez plutôt que c'est 35%. Écoutez, je ne vous livre pas la réponse tout de suite, on regardera dans une seconde à travers nos résultats. Et dernière question, selon vous, quelles sont les meilleures solutions pour atteindre l'accès universel? Donc on vous en propose 4. Et comme cinquième option, on vous propose de choisir une combinaison de toutes. Et donc les 4 différentes options sur la table sont l'extension du réseau électrique national, la densification du réseau électrique national, les mini-réseaux ou bien les systèmes solaires domestiques. Alors cela semble assez partagé, même si tout le monde s'accorde à vouloir combiner l'ensemble de ces solutions. On en rediscutera et on essaiera de voir quels sont les avantages, les inconvénients de chacune de ces technologies, ou en tout cas les spécificités de chacune de ces options. Et merci beaucoup pour vos réponses à ces premières questions. On va débuter la présentation. Alors, c'est parti. Donc, on parle d'accès à l'électricité et si on dézoome un petit peu et qu'on revient sur la notion même d'électricité, cela a été présenté par Gianluca précédemment et par Marco sur le sujet de la modélisation électrique. Le monde s'électrifie énormément et notamment ces dernières décennies. Maintenant, quand on a besoin de plus d'énergie, c'est souvent de plus d'électricité. Cette croissance de la demande en électricité, elle augmente beaucoup plus vite dans les pays en développement, notamment en Afrique subsaharienne. On peut dire par deux grands types de raisons. On a une augmentation de la population qui est déjà connectée à l'électricité, une augmentation de la population qui a accès à l'électricité, et par ailleurs, l'ensemble de ces personnes connectées ont une augmentation par tête qui augmente, c'est-à-dire plus de consommation électrique, plus d'appareils, plus de besoins. Et donc ces deux dynamiques font que on a vraiment un décollage de la consommation en électricité. Cependant, comme on le sait tous, l'accès à l'électricité est loin d'être universel, malheureusement. Et d'après nos chiffres, en 2019, on a encore près de 800 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité. Alors, c'est évidemment lourd de conséquences quand on réfléchit au développement. Et nous, à l'AIE, on a coutume de dire que quand on se réfère au cadre des Nations Unies des objectifs de développement durable, l'accès à l'énergie est vraiment le fil d'or qui relie le développement humain, la croissance économique, la durabilité, la soutenabilité, et qui est vraiment au cœur de nombreux autres objectifs de développement durable. Je vais vous redétailler cela, même si je pense que ce sont des évidences, mais sur les objectifs de développement durable liés à l'économie, à la pauvreté, on sait très bien que adopter des produits durables, par exemple des lampes solaires qui vont remplacer des produits vraiment basiques, polluants, comme des lampes à pétrole,
pour lesquels les ménages vont dépenser une partie importante de leur budget alors qu'on parle des ménages les plus pauvres, eh bien, ça peut être une solution pour réduire la pauvreté. De manière plus large, développer davantage l'accès à l'électricité soutient le développement économique. Il y a des impacts évidemment sur le climat, avec le fait qu'on peut réduire les gaz à effet de serre et les émissions de particules quand on remplace des solutions de génération électrique polluantes, les générateurs diesel utilisés un petit peu en secours, les lampes à pétrole, par des solutions qui sont plus propres, comme les énergies renouvelables. Il y a évidemment des liens très forts eau, nourriture, agriculture, énergie. Et grâce à l'accès à l'électricité, on peut améliorer la productivité agricole, la gestion de l'eau, et ainsi avoir des co-bénéfices très intéressants. Sur la santé, c'est évident, et on en a beaucoup parlé avec cette pandémie, évidemment, d'une part en réduisant les pollutions de l'air, et d'autre part avec des centres de santé qui sont mieux équipés, qui sont électrifiés et qui peuvent mieux prendre en charge les personnes. Et enfin, il y a aussi un très fort impact sur l'éducation. Quand on a une meilleure source d'éclairage notamment, c'est plus facile d'étudier chez soi que quand on est dépourvu d'accès à l'électricité. Alors, pour détailler quelques-uns de ces points, notamment le premier sur le lien accès à l'électricité et développement économique et lutte contre la pauvreté, voici une courbe qui montre la corrélation entre l'accès à l'électricité et le PIB. Donc, on voit très bien que quand le niveau de richesse augmente, eh bien, la consommation d'électricité et l'accès sont plus élevés. Mais on peut aussi le voir de l'autre manière, c'est-à-dire que en augmentant l'accès à l'électricité, on provoque les conditions qui vont permettre d'accroître la richesse et le développement économique. Alors, quand on considère la santé et l'éducation, c'était la question qui vous a été posée en entrée. Combien de centres de santé ont un accès fiable ou n'ont pas d'accès fiable à l'électricité? D'après une étude menée en 2018, c'était 60% sans accès fiable. Et on voit que la situation est très variable selon les pays. Là, vous avez à la fois une combinaison de pays asiatiques et de pays africains. On voit qu'en Éthiopie, une quarantaine, un peu plus de 40% des centres de santé n'ont pas accès à une électricité fiable. Les autres sont soit connectés sur le réseau, soit hors réseau. Dans le cas du Niger, on voit qu'il y a une grande... Et si des intervenants, des experts du Niger sont dans cette formation aujourd'hui, n'hésitez pas à réagir à ces études. Mais on voit que dans le cas du Niger, un grand nombre des centres de santé sont connectés en dehors du réseau plutôt que sur un réseau national. Quand on regarde le sujet de l'éducation et l'électrification des écoles, on a à peu près une moitié des écoles secondaires qui ne sont pas électrifiées. À nouveau, de fortes variations pays par pays. Au Kenya, presque les 3/4 des écoles sont connectées et sur le réseau national, alors qu'au Niger, on a toujours d'après cette étude, on a près de 9 écoles sur 10 qui ne sont tout simplement sans accès à l'électricité. Alors, faisons un petit peu l'état des lieux des populations aujourd'hui qui n'ont pas accès à l'électricité, et ça va faire le lien avec la question sur les différentes régions. Alors là, on va regarder l'évolution de ces populations qui n'ont pas accès à l'électricité, région par région. Donc ça, ce bloc représente l'Afrique, et on voit qu'à partir de 2013, il y a eu une inflexion de la croissance du nombre de personnes sans accès à l'électricité. Et donc, on est à peu près sur une stagnation depuis les années 2000. Mais ce qu'on observe ici, c'est que les autres régions qui, au début des années 2000, avaient un gros problème d'accès à l'électricité, notamment l'Inde, notamment le reste de l'Asie, ont vraiment fait de progrès très rapides. Et ce qui fait que la part de l'Afrique dans la population mondiale qui n'a pas d'accès à l'électricité a augmenté. Pardon, là, ce que vous voyez sur la droite, c'est la part de l'Afrique de l'Ouest. Si on décompose l'Afrique par région, on voit effectivement que l'Afrique de l'Ouest, qui est en bleu, est la première région aujourd'hui en termes de personnes sans accès à l'électricité.
et que cela représente plus de 20% des personnes dans le monde qui n'ont pas accès. Alors voyons-le un petit peu différemment avec le classement par région. En 2000, c'était l'Inde, le pays qui comptait le plus de personnes sans accès à l'électricité. En 2018, ce n'est plus que la 6e région avec un accès quasi universel qui a été atteint dans les dernières années. Et c'est en fait l'électrification la plus rapide de l'histoire de l'humanité, avec vraiment des centaines de millions de personnes qui ont gagné accès sur des années assez, sur une période assez courte. Dans le reste de l'Asie, on avait également des pays avec des grandes populations sans accès à l'électricité, notamment le Bangladesh, notamment l'Indonésie, avec chacun 100 millions de personnes sans accès à l'électricité au début du siècle. Et ces pays ont réussi à diminuer très fortement la part de personnes sans accès, et donc on a augmenté le taux d'électrification. Si on regarde l'Afrique de l'Ouest, donc c'est aujourd'hui malheureusement la première région dans ce classement, avec un pays poids lourd évidemment qui est le Nigeria, qui pèse pour près de la moitié de la région pour les personnes sans accès à l'électricité. Et l'Afrique de l'Est, elle a plutôt fait des progrès importants. On va le voir dans un instant. Alors donc autrement dit, on a aujourd'hui, si on se résume en Afrique, pas loin de 600 millions de personnes sans accès à l'électricité. On parle souvent de l'accès universel d'ici à 2030. Donc on peut se demander, est-ce que c'est réaliste, au-delà d'être souhaitable bien sûr, d'apporter l'accès à l'électricité à 600 millions de personnes. Et en fait, si on regarde ce qui s'est passé en Chine et en Inde, on voit que apporter l'électricité à 600 millions de personnes, c'est ce que la Chine a réussi à faire en 35 ans, d'ici les années 2000. C'est ce que l'Inde a réussi à faire en un peu plus de 15 ans. Mais donc, il paraît tout à fait possible que l'Afrique le fasse en moins de 10 ans, puisque aujourd'hui, les technologies disponibles sont bien plus, sont meilleurs marchés, sont plus compétitives, sont mieux connues, et donc avec les politiques adaptées, avec les financements de soutien nécessaires, il semble possible d'atteindre cette trajectoire d'accès universel. Et si on zoome sur l'Afrique de l'Est, où il y a eu des pays qui ont vraiment fait des progrès très rapides, on voit qu'entre 2013 et 2018, au Kenya par exemple, le taux d'électrification a augmenté, a gagné 50 points de pourcentage, donc on était à peu près à 25% de taux d'électrification en 2013, on est passé à 75, soit 25 millions de personnes qui ont gagné accès à l'électricité. Le Rwanda et l'Éthiopie sont aussi des pays qui peuvent être cités en exemple, mais il y en a aussi évidemment dans la région d'Afrique de l'Ouest, avec des progrès très rapides. Alors, si on regarde les taux d'électrification, c'est un peu une autre manière de présenter ces données. On voit à nouveau que malheureusement, c'est l'Afrique subsaharienne où le taux d'électrification est encore le plus faible à 45%, comme on l'a vu dans la première question du sondage. Et si on regarde région par région, eh bien en fait, c'est l'Afrique de l'Ouest qui a le meilleur taux d'électrification, à près de 60%, suivi par l'Afrique australe. Comme on vient de le dire, l'Afrique de l'Est, qui est en bleu, a fait des progrès très rapides sur la dernière décennie. Et c'est l'Afrique centrale qui affiche le plus faible taux d'électrification. Et là, à nouveau, il y a un poids lourd qui est la République démocratique du Congo, qui évidemment, si je puis dire, plombe un petit peu les statistiques avec une grande part de population qui ne sont pas connectées à l'électricité. Et voilà, je vous affiche juste cette carte avec les informations pays par pays, où on voit le nombre de personnes, d'après nos données pour 2018, dans chaque pays qui n'ont pas accès à l'électricité, et selon la couleur, la proportion que cela représente. Alors, une slide qu'on vous a déjà montrée, mais avec vraiment nos derniers chiffres, et un message très fort qui est que, avec cette année, avec la pandémie et la crise économique qui en résulte, alors qu'en Afrique, il y avait des progrès importants depuis 2013 et que le nombre de personnes sans accès diminuait,
on anticipe que le nombre de personnes sans accès à l'électricité va réaugmenter, c'est-à-dire que les progrès reculent. Et quand on regarde pays par pays, on voit que en fait, 5 pays représentent la moitié de ce stock total de personnes qui sont dépourvues d'accès à l'électricité. Dans la région Afrique de l'Ouest, il y a évidemment le Nigeria qui compte beaucoup. Et quand on regarde un petit peu quand on essaie de projeter cette tendance et de voir d'ici à 2030, on craint que en 2030, on passe la barre des 630 millions de personnes sans accès à l'électricité. À nouveau, du fait des difficultés rencontrées cette année dans le cadre de la crise du Covid, euh, qui induisent, en fait, qui interviennent à plusieurs niveaux. Un coût du capital augmenté, comme on a déjà pu en discuter, qui va ralentir le financement de projets d'électrification, des difficultés pour le secteur privé également. Donc une combinaison de conditions qui vont rendre plus difficiles les efforts. Donc c'est pour ça que nous, à l'AIE, on martèle beaucoup ce message qu'il faut que la communauté internationale soutienne et soit très active sur cette thématique de l'accès à l'électricité pour ne pas perdre la bonne dynamique qu'on avait depuis 2013. Alors, on a un petit peu discuté des chiffres, des tendances, mais si je reviens à nouveau une étape en arrière, on n'a pas commencé par les définitions, ce qui donc n'est pas un très bon ordre méthodologique, mais on peut y revenir maintenant. Comment on définit l'accès à l'électricité? Comment on décide qu'une personne a accès ou n'a pas accès? En fait, comme pour la cuisson propre, comme cela a été présenté par Gianluca, aujourd'hui, il n'y a pas de définition standardisée, il n'y a pas de normes internationales, comme on peut l'avoir dans d'autres domaines des statistiques énergétiques. En fait, il existe plusieurs technologies, il existe divers usages. On peut les résumer avec ce petit schéma où on voit donc divers solutions. Il existe des lampes solaires, dont certaines permettent un service énergétique déjà très intéressant. Elles permettent l'éclairage, elles permettent d'écouter la radio, elles permettent de recharger un téléphone portable, par exemple. Il existe des kits solaires qui sont plus importants, qui vont pouvoir, à l'aide d'une batterie centralisée, alimenter davantage de points lumineux, alimenter des accessoires comme des lampes supplémentaires, des radios, alimenter un ventilateur, alimenter une télé. Donc là, on est encore à l'échelle du produit individuel. Ensuite, en augmentant vraiment, en changeant d'échelle, on passe sur les mini-réseaux. Et enfin, sur le réseau que vous connaissez évidemment très bien. Donc, parmi cette panoplie de situations et de solutions technologiques, on peut se poser la question, qu'est-ce qui relève vraiment de l'accès à l'électricité? Comment le définir? Mais en fait, le parti pris de l'AIE, c'est de dire que pour que l'on qualifie qu'un ménage ait accès à l'électricité, il faut qu'il ait en fait un accès à un certain nombre de services énergétiques de base, donc plusieurs points lumineux, un téléphone, une radio, éventuellement d'autres appareils comme un ventilateur ou une télévision, et la capacité d'augmenter le niveau de service au fil du temps. Donc voilà en rouge le périmètre qu'on garde pour vraiment définir au niveau des ménages ce que c'est d'avoir l'accès à l'électricité. Donc autrement dit, si on a un kit solaire, si on est branché à un mini réseau, si on est connecté au réseau, on est considéré comme ayant accès à l'électricité. Et donc, quand on analyse cela, on peut regarder en fait quelle est la source primaire d'énergie qui a permis cette électricité. Donc là, c'est une analyse qu'on a fait pour une publication en 2016 où on voit à l'échelle du monde quelle source d'énergie a fourni cette électricité pour ces personnes qui ont gagné accès. Donc on voit que la partie marron est importante. Ça, c'est des gens qui ont gagné accès par le réseau électrique qui a été alimenté par des centrales à charbon. Évidemment, le gaz qui a été une source aussi très, très développée. Euh, l'hydro,
l'hydro qui a un rôle important, mais ce qu'on voit aussi beaucoup apparaître sur la deuxième période étudiée, donc entre 2012 et 2015, c'est un rôle de plus en plus important pour le solaire, les renouvelables décentralisés. Donc ça, c'est notamment des solutions qui sont hors réseau. Mais une dynamique très importante à garder en tête, c'est que en Inde, il y a un grand nombre de personnes qui ont gagné accès à l'électricité grâce à des centrales à charbon. Et donc, cela pose évidemment des questions très difficiles, de savoir qu'on progresse d'un côté sur l'ODD numéro 7, de donner plus accès à l'électricité, mais en développant des centrales à charbon, on régresse énormément sur nos objectifs climat, puisqu'on sait que le charbon, c'est la source de génération électrique la plus émettrice de gaz à effet de serre, alors qu'il existe des solutions alternatives. On avait vu avec Marco sur la modélisation que en termes de centrales base load, on peut tout à fait avoir soit des centrales à gaz, soit des centrales hydrauliques, mais qu'on peut aussi avoir un mix avec de plus en plus d'énergie renouvelable, avec ce que cela implique évidemment d'intégration des variables, comme on l'a vu. Mais voilà, c'est tout cela pour dire que derrière cette question de donner accès, il faut avoir en tête la technologie et la source d'énergie primaire qu'il y a derrière, puisqu'elle a des impacts. Alors, essayons de voir un petit peu selon les trois solutions disponibles sur la table dont on a parlé, le réseau, les mini-réseaux et les solutions décentralisées, quels sont un petit peu les atouts ou les limites de chaque solution. Et commençons par le réseau. Alors, on sait évidemment que le réseau, c'est la manière par laquelle on a donné accès à l'électricité dans le monde jusqu'à présent, très majoritairement. Donc, c'est un petit peu notre scénario de référence et de base. On connaît tous ces avantages, évidemment. Donc là, je vais plutôt me concentrer à essayer de challenger un petit peu ou de mettre le doigt sur les difficultés qui peuvent être provoquées par le réseau. Et un premier, c'est qu'on sait que les systèmes électriques, notamment aujourd'hui en Afrique, font déjà face à des difficultés et à des défis de taille, notamment en termes de fiabilité. On a fait une analyse l'an dernier, donc toujours sur notre rapport Afrique, du nombre de générateurs que les gens utilisaient pour faire face aux coupures de courant, que ce soit dans le cadre d'entreprises ou de particuliers. Et on voit que dans certains pays, notamment au Nigeria, on était à près de 20 TWh d'électricité générée par des générateurs diesel de secours pour faire face aux coupures du réseau national. Une autre manière de l'analyser, c'est aussi les pertes provoquées sur le réseau. Alors, c'est évidemment normal d'avoir des pertes dans le cadre de la transmission et de la distribution d'un réseau électrique. Le but est évidemment de les minimiser par une maintenance la meilleure possible. Et on voit là sur un certain nombre de pays analysés. Donc dans la région, on a par exemple des données sur la Côte d'Ivoire qui ont été estimées ou sur le Nigeria. Et on voit qu'on est au-delà de 15% de pertes sur le réseau, ce qui pose évidemment des difficultés. Donc finalement, pour donner plus d'accès à l'électricité par le réseau, on pourrait dire qu'au-delà de ces enjeux de fiabilité de l'électricité et de la connexion, il y a d'autres difficultés. La première, c'est d'atteindre les ménages qui ne sont pas connectés parce qu'elles sont sous le réseau, donc des gens qui sont dans des zones où le réseau existe, mais qui n'ont pas forcément la possibilité, les moyens de se connecter. Donc comment fait-on pour servir ces populations qui généralement peuvent essayer de faire des branchements illégaux ou se mettre dans des situations qui sont assez qui posent un certain nombre de défis. Et un deuxième élément, c'est comment atteindre les populations qui sont les plus éloignées du réseau, notamment dans des zones rurales qui sont peu denses. Est-ce que cela vaut le coup économiquement d'aller tirer un certain nombre de câbles et d'aller développer un réseau partout dans le pays? Voici des questions qui peuvent se poser quand on cherche à apporter l'électricité en étendant le réseau. Alors, parlons une seconde des mini-réseaux. Donc là, de quoi s'agit-il?
Il s'agit d'avoir une approche plutôt isolée, de regarder à l'échelle d'une communauté, un grand village, une zone qui n'est pas connectée au réseau, et de se dire, on va créer on va établir des unités de génération électrique à l'échelle de cette zone, avec des panneaux solaires, de la petite hydro, de l'éolien, du stockage, avec de la génération thermique en solution de secours si besoin. Et on va directement desservir les clients au plus proche de là où ils sont, donc vraiment avec une logique où l'électricité est consommée presque là où elle est produite. Il y a des difficultés aussi et des enjeux à garder en tête, notamment sur le point de vue financier et économique. C'est que les investissements, les CAPEX sont élevés généralement pour ces projets. Les OPEX sont également importants, notamment tout ce qui est opération et maintenance. Ils sont souvent sous-estimés, donc on a parfois une difficulté à avoir une viabilité économique aux bornes de ces projets. Et ensuite, d'un point de vue des revenus, ils sont parfois incertains puisque on n'est pas toujours certain d'avoir un fort niveau de demande et de consommation énergétique ou d'avoir un taux de paiement qui soit à la hauteur de ce qu'on pensait, en tout cas qui permette de couvrir les investissements et les coûts d'exploitation. Autre limite, c'est celle du passage à l'échelle, puisque quand on analyse et qu'on dit que on pourrait développer des milliers, des centaines de milliers, des millions de mini-réseaux en Afrique, la question qui se pose, c'est comment on fait pour en faire autant et pour aller aussi vite dans le déploiement, puisque généralement, chaque mini-réseau est un projet, on va dire, qui est adapté à son contexte local. Il faut faire des analyses sur quel est le potentiel énergétique local, combien on va pouvoir produire de gigawattheures à partir des panneaux solaires qu'on installera, à partir de la micro-hydro qu'on mettra en place. Il faut faire des études spécifiques sur la demande. Combien de personnes va-t-on raccorder? Est-ce qu'il y a un client principal comme une tour télécom, comme une industrie qui va pouvoir absorber la majorité de ma demande? Et est-ce que je vais pouvoir raccorder des petits commerces, des centres communautaires, une école, un centre de santé et des particuliers? Et ensuite, au-delà de cette partie un petit peu de l'étude de faisabilité initiale, il y a des processus administratifs qui peuvent être longs, puisqu'on parle d'une infrastructure, on parle d'acteurs qui généralement qui peuvent être du secteur privé et qui cherchent à vendre de l'électricité, ce qui généralement est la prérogative de la Société nationale d'électricité. Donc il faut que le cadre réglementaire il faut que le cadre réglementaire permette à ces acteurs de mener cette activité de manière souple et rapide. Et enfin, une dernière difficulté, c'est celle de la planification. À nouveau, quand ce sont des acteurs privés qui considèrent l'opportunité de faire des mini-réseaux, ils se posent la question de où vais-je le faire, sachant que l'État a certainement un plan d'étendre le réseau national. Et donc la question qui se pose, c'est que fait-on si au moment où le réseau arrive là où j'avais installé un mini-réseau, est-ce qu'on le connecte? Qu'en sera-t-il de cette activité de mini-réseau? Et enfin, si on regarde plutôt les solutions solaires portatives, donc ça peut être les lampes solaires ou les kits solaires domestiques, qui sont généralement une solution technologique vraiment portée par des acteurs du secteur privé, puisque finalement on est sur une activité commerciale de distribution, un petit peu comme le fait de vendre des téléphones portables et ensuite de gérer des clients en leur apportant un service. Et donc, une des premières difficultés ou un enjeu principal pour ce secteur, c'est un enjeu de distribution. Les entreprises qui vendent des kits solaires ou des lampes solaires, elles ont à cœur de développer un réseau, donc d'avoir des agents, une logistique, une capacité à aller au plus près des personnes qui n'ont pas accès à l'électricité. Alors, un point intéressant, c'est que de plus en plus, cette industrie s'appuie sur les technologies digitales, en permettant aux clients notamment de payer un système qui coûterait un montant important, disons 300 000 francs CFA
pour un kit télé et plusieurs points lumineux. Plutôt que de devoir payer cela d'une fois, on peut de plus en plus, par paiement mobile via les téléphones, payer cela et étaler sur 2 ans. Donc ça, c'est une dimension importante de cette technologie, de cette option. Et l'intérêt, c'est qu'elle permet aussi de faire de l'inclusion financière, donc de faire entrer des gens dans ce système de banque mobile, de leur donner un premier historique de crédit, et ce qui va permettre à ces personnes de plus en plus d'avoir accès au crédit, au financement, à des assurances. Et en débutant avec les produits solaires dont ces populations peuvent avoir besoin en premier. Donc ça, c'est un atout de cette option. Une difficulté ou un autre enjeu, c'est évidemment celui du recyclage, puisque contrairement au fait d'avoir un réseau où on parle d'infrastructure et où les ménages ont juste à charge d'acheter les ampoules, de gérer leurs appareils. Là, on fournit la totalité du système, donc le panneau solaire, la batterie, tous les câbles. Donc ça fait beaucoup plus de matériel et se pose la question de comment fait-on pour le recycler, pour s'assurer qu'on ne dissémine pas trop de produits, on va dire, qui pourraient ne pas être recyclés et avoir un impact environnemental très négatif. Et enfin, pour aborder encore rapidement un enjeu de cette solution, c'est que jusqu'à présent, elle est principalement portée par des acteurs privés qui ont une approche une approche lucrative, même si l'impact et la volonté de répandre l'accès à l'électricité est au cœur de leur mission. Et donc, il y a une approche commerciale qui ne peut pas être la solution pour toutes les populations, notamment si on regarde les populations des camps de réfugiés ou les populations déplacées. Euh, L'approche commerciale développée par ces entreprises de kits solaires ne peut généralement pas être une solution, puisque ces populations ne sont pas solvables et qu'il faut une aide supplémentaire, que ce soit de l'État ou d'autres manières, pour leur offrir l'accès à l'électricité. Alors, une fois qu'on a présenté ces différentes solutions et leurs avantages et inconvénients, on peut se reposer la question de que faut-il faire et qu'est-ce qu'il faut prioriser. Et là, je voudrais mettre en avant l'exemple du Togo. Alors, je m'arrête une seconde pour regarder si les participants du Togo sont avec nous aujourd'hui. Alors, je ne suis pas sûr, mais donc ou si c'était le cas, n'hésitez pas aussi à prendre la parole pour vous présenter en fait un plan qui a été développé par le Togo pour atteindre l'accès universel à l'électricité. Alors, peut-être juste pour repositionner le Togo sur la carte, il s'agit d'un pays, donc comme vous le savez, qui n'est pas très large, on va dire d'est en ouest. Ça fait, je crois, à peu près 100 km à l'endroit le plus large et à peu près 800 km, me semble-t-il, du nord au sud. C'est un pays qui dispose déjà d'une ligne haute tension, donc d'une dorsale vraiment importante du réseau qui va du nord au sud. Et malgré cela, quand le gouvernement fait ses analyses pour essayer de donner l'accès universel à l'électricité, il se rend compte que ce n'est pas possible de juste étendre le réseau, autrement dit, de tirer, on va dire, des lignes à partir de cette grande dorsale qui va du nord au sud pour électrifier l'ensemble du pays. Économiquement, ça ne fait pas sens. Et le plan du gouvernement est plutôt de reposer également sur des mini-réseaux, voire sur la distribution de kits solaires domestiques. Donc on peut se dire que si dans un pays à la géographie du Togo, où il existe déjà cette dorsale centrale, cette ligne haute tension, si dans un pays comme cela, étendre le réseau n'est pas économiquement, on peut évidemment se poser la question dans un pays beaucoup à la géographie différente, comme le Niger par exemple, de est-ce que ce serait possible aussi de reposer à 100% sur le réseau. Cela semble assez, improbable. Et ce qu'a décidé donc le gouvernement du Togo, c'est un plan qui s'appelle, une stratégie qui s'appelle CISO, qui est intégrée et donc qui vise à augmenter l'accès à l'électricité en reposant sur donc les trois options, les connexions au réseau, les mini-réseaux et les kits solaires domestiques, avec donc une approche partenariale publique-privée, à la fois pour les mini-réseaux et pour les kits solaires domestiques,
où le gouvernement garde une vision d'ensemble et une planification sur dans quelle zone les opérateurs privés vont pouvoir développer un mini-réseau, dans quelle zone les opérateurs privés vont distribuer des kits solaires domestiques, et surtout, ces acteurs vont devoir remonter des données pour que le gouvernement ait un suivi et une maîtrise des progrès qui sont menés, on va dire, par ces différentes solutions. Donc voilà pour cet exemple, cette très bonne pratique au niveau de la région. Alors voici pour cette première partie un petit peu pour planter le décor. Là, on va regarder un peu plus en détail la question des données, de leur collecte et de leur traitement, mais je m'arrête une seconde pour regarder s'il y a des questions-réponses. Alors, je vois deux questions sur la définition du taux d'accès à l'électricité. Merci beaucoup, Julio Antonio, pour ces questions donc de la Guinée-Bissau. Est-ce que les lampadaires publics rentrent dans le taux d'accès? Non, puisqu'aujourd'hui, quand on parle du taux d'accès à l'électricité, on se réfère à l'accès des ménages. Et donc, on va regarder le nombre de ménages qui ont accès à un minimum de services électriques. Et donc, comme je le disais, les solutions technologiques et la définition de l'AIE, c'est on commence au kit solaire domestique, plus les personnes qui sont connectées à un mini-réseau et les personnes qui sont connectées au réseau national, évidemment. Est-ce que les industries, les services, les commerces entrent dans le calcul du taux d'électrification? Quand on parle du taux d'électrification des ménages, non. Mais par ailleurs, on peut développer des indicateurs et regarder le taux d'électrification du secteur des bâtiments, donc de l'industrie, et du secteur de l'industrie pour avoir ces informations. C'est notamment vis-à-vis de ces acteurs-là qu'on a mené des études pour essayer de comprendre l'usage des générateurs diesel de secours et savoir dans quelle mesure ces acteurs, en plus de leur connexion au réseau électrique, cherchaient à avoir une solution de secours. On parle des générateurs parce que c'est ce qui a été fait historiquement, mais de plus en plus, on voit des entreprises, que ce soit dans les services ou dans l'industrie, qui ont recours aussi à des solutions renouvelables, des panneaux solaires par exemple, des panneaux solaires couplés à des batteries, pour avoir une autre source d'électricité. Et ça, je pense que c'est une tendance qui est universelle dans les pays de l'OCDE également, notamment en France. On voit beaucoup de supermarchés qui développent des toitures solaires pour avoir elles-mêmes leur production d'électricité en plus de leur électricité qui provient du réseau. Alors, une question de François Cocola, donc de Côte d'Ivoire, il me semble. Dans une des diapositives, l'Afrique de l'Ouest avait le fort taux de population sans accès à l'électricité. Dans l'autre, elle a le... écoutez, je re-regarderai peut-être les données, je ne suis pas sûr de Je comprendre la pense que c'était question. plutôt, Arnaud, dû au fait que dans une diapositive, on montrait le nombre de personnes avec accès à l'électricité et après les taux d'électrification. L'Afrique de l'Ouest a le plus grand nombre de personnes sans accès, mais après, en termes de taux d'électrification, en effet, c'est mieux que dans les autres régions. Je pense que c'était plutôt Oui, dû à ça. exactement. C'est en effet ces deux indicateurs qu'on peut regarder. Quel est le nombre de personnes qui, dans l'absolu, n'ont pas accès à l'électricité, et c'est l'Afrique de l'Ouest qui est la première. Donc c'est là où il y a le plus de millions de personnes non connectées. Mais par ailleurs, si on ramène à la population totale, le taux d'électrification est le plus élevé en Afrique de l'Ouest. Tout simplement, ça veut dire que c'est l'Afrique de l'Ouest qui a aussi le plus grand nombre d'habitants par rapport aux autres régions qu'on regarde. Et merci beaucoup pour cette question. Alors, je n'en vois pas d'autres, donc je continue sur cette deuxième partie pour parler un petit peu plus des, des données. Alors, qu'est-ce qui se fait aujourd'hui? Comme je vous le disais, c'est un sujet qui est relativement récent, contrairement
aux autres domaines des statistiques dont Gianluca et ses collègues ont parlé, ça ne fait pas des décennies que les États remplissent des questionnaires avec des méthodologies standards pour dire combien de personnes ont accès ou n'ont pas accès à l'électricité. Et puis, si on fait un peu d'historique institutionnel, comme cela vous avez été présenté en ouverture, le directeur exécutif de l'AIE, quand il est arrivé en 96 à l'AIE, a vraiment poussé beaucoup la communauté internationale à se focaliser sur ces données, puisqu'à l'époque, personne ne regardait le nombre de la population sans accès à l'électricité. Et donc, il a beaucoup poussé pour qu'on collecte ces données et qu'on suive ce sujet clé, mais c'est donc relativement récent. Et aujourd'hui, ce qu'on a, c'est une vision assez binaire des ménages, connectés ou non connectés, et on voudrait faire beaucoup plus. Mais donc aujourd'hui, cette vision binaire, elle provient de deux sources. La première, c'est plutôt les enquêtes, les sondages. Donc là, il y a notamment les sondages réalisés par USAID, les enquêtes qu'on appelle DHS, donc c'est des enquêtes démographiques et de santé. Ce sont des agents qui posent des centaines de questions, dont des questions sur les sources d'éclairage. Donc par ces enquêtes, on peut savoir si les ménages s'éclairent grâce à des lampes à pétrole, auquel cas on les met dans la catégorie sans accès à l'électricité, ou bien si ces ménages s'éclairent grâce à une connexion à un mini-réseau, au réseau, ou bien ont un kit solaire domestique. Alors, la difficulté de ces sondages, c'est qu'il faut les déployer avec rigueur pour s'assurer que l'échantillon qu'on regarde est fiable et représentatif, comme dans n'importe quelle enquête et n'importe quel sondage. Et par ailleurs, on a aussi les données qui sont reportées par le gouvernement, et c'est là-dessus que l'AIE s'appuie pour calculer le nombre de personnes sans accès à l'électricité. Et donc, c'est là-dessus que repose l'ensemble des graphiques et des données que je vous ai montrés. Et donc, là, généralement, c'est la Société nationale d'électricité qui dispose de ces informations sur le nombre de personnes, le nombre de connexions dans le pays, en calculant notamment aussi le nombre de collectivités, de villages qui sont raccordés, le nombre de personnes par ménage qui sont raccordées. Et donc, ainsi, le gouvernement a une vision de l'électrification. Mais il y a des défis aussi. Voilà, le taux d'accès des ménages, ce n'est pas la même chose que le taux de couverture. Par ailleurs, il y a des éléments qu'on visualise moins facilement, notamment il y a des connexions illégales qui font que certaines personnes peuvent avoir accès à l'électricité mais ne pas être comptabilisées. Donc, chacune de ces deux approches, les enquêtes qui sont plutôt une vision qui remonte du terrain, un petit peu de la demande, et les données du gouvernement et de la Société nationale d'électricité sont plutôt des choses qui descendent et qui donnent une vision de l'offre. Les deux sont complémentaires et les deux ont leurs avantages et leurs limites. Mais aujourd'hui, en tout cas, quand on parle de personnes qui ont accès, on parle des ménages avec cette vision un petit peu binaire, connectée ou non connectée. Et on voudrait évidemment améliorer ces données et s'appuyer sur des nouvelles méthodes pour mieux comprendre cette problématique. Alors, en termes d'enquête et de sondage, il y a beaucoup de choses qu'il faudrait approfondir, notamment au-delà de l'information binaire, un ménage est connecté ou n'est pas connecté, c'est de savoir quel est le type de connexion, quelle est la disponibilité de l'électricité, le nombre de coupures par exemple, la fiabilité de la connexion, quel est le coût auquel le ménage peut accéder à cette électricité, quelle est sa propreté, ou en tout cas quelle est la source d'énergie primaire qui a permis de générer cette électricité. On parlait des problématiques liées au charbon. Et donc, des meilleurs sondages, des enquêtes plus fines permettraient d'avoir une meilleure compréhension de cela. Par ailleurs, au-delà des ménages, il serait évidemment intéressant de mieux comprendre comment les centres de santé, les entreprises, les écoles, les bâtiments publics sont connectés. Un exemple qui a été mis en place notamment par la Banque mondiale, c'est le MTF, le Multi-Tier Framework, où on regarde en fait avec différents niveaux quel est exactement le type de service énergétique auquel un ménage peut bénéficier. Et donc ça permet d'aller un petit peu au-delà de cette vision binaire, oui-non,
Donc nous, aujourd'hui, dans ce que je vous disais, on exclut le niveau 0, où donc on n'a pas d'électricité, plutôt des éclairages à la lampe à pétrole, aux torches électriques, ou bien aux lampes aux bougies. Et on commence plutôt entre le tir 1 et 2, où on commence à avoir des solutions d'électricité plus fiables et un meilleur service électrique. Donc ça, c'est un premier axe, on va dire, d'amélioration qu'on serait ravi de déployer avec le Bénin et avec d'autres pays de la région pour mieux comprendre l'accès à l'électricité. Un deuxième, c'est de regarder davantage ce qui vient du secteur hors réseau. Parce que comme on l'a dit, la plupart des initiatives hors réseau, notamment les mini-réseaux ou la distribution de kits solaires domestiques, la distribution de lampes solaires, sont souvent portées par le secteur privé. Et donc, il y a un enjeu de comprendre et de collecter ces données. Et là, je voulais juste vous présenter une initiative qui se fait en Zambie, où il y a un programme avec une collecte en direct de l'ensemble des données d'accès hors réseau. Donc, tous les acteurs en fait privés qui vendent des kits solaires ou qui ont des mini-réseaux rendent compte à cette plateforme de centralisation du nombre de clients qu'ils ont, de la quantité d'énergie qui est fournie, et ça permet ainsi d'avoir une vision d'ensemble. Et cela, en fait, est permis techniquement, puisque très souvent, les mini-réseaux ont des compteurs individuels pour chacun de leurs clients, et que par ailleurs, les distributeurs de kits solaires domestiques, comme on le disait, ont de plus en plus des compteurs intelligents intégrés dans les batteries, puisque les clients payent jour après jour, et ainsi il y a des technologies qui permettent de savoir où en est le client dans sa consommation énergétique, de savoir à un niveau assez fin quelle est son utilisation du kit solaire. Donc tout ça est consolidé sur une plateforme, et à l'échelle de la Zambie, on a une bonne vision de ce que l'ensemble du secteur privé fait en termes de hors réseau. Et dernière initiative, qui sont les données satellites et géospatiales, qui permet, en fonction de différentes technologies, que ce soit regarder les images de nuit, regarder les toitures, ou bien cartographier les réseaux, d'avoir aussi une compréhension un petit peu complémentaire de la situation de l'accès à l'électricité. Alors, on en a déjà parlé, mais donc il y a donc des barrières pour suivre l'accès à l'électricité dans le domaine hors réseau. Il y a cet enjeu évidemment de l'échantillonnage qui doit être représentatif. Il y a des difficultés qui sont inhérentes aux technologies. On ne parle pas des mêmes indicateurs, on ne parle pas des mêmes données quand on cherche à regarder le réseau national et le hors réseau. Par exemple, il n'y a pas de transmission et de distribution dans les kits solaires domestiques, donc il n'y a pas d'indicateurs liés au vol. Donc, en fait, c'est un peu deux mondes qui sont assez différents, qui ont des choses en commun, mais aussi des grosses différences. Donc, il y a cet enjeu de réussir à bien, quelque part, agréger ces choses différentes pour avoir une vision d'ensemble. Et ensuite, comme on l'a dit, il y a différents indicateurs au-delà de la vision binaire, connecté, non connecté. Et aujourd'hui, on manque encore d'informations et de billes pour avoir une vision vraiment complète. Comme cela a été mentionné sur différentes thématiques, quand on veut mesurer la demande en électricité, on a les différentes méthodes classiques, donc des données administratives, des sondages, des estimations, des mesures. Tout cela est vrai aussi pour l'accès à l'électricité. Et alors là, je vais passer très rapidement sur ces diapositives, mais on a essayé avec Gianluca de cartographier un petit peu selon réseau, mini-réseau et système indépendant, les différentes options pour rendre compte des données dans les process de partage de données, comme vous pouvez les avoir sur d'autres sujets énergétiques. Et donc, le premier point, c'est quelle est la source de ces données. Donc, on en a parlé. Vous pourrez au loisir regarder plus en détail
cette présentation. Mais ce qu'on voit, c'est que, comme on vient de le dire, l'idée principale, selon que l'on parle du réseau national ou des technologies hors réseau, on ne va pas pouvoir s'appuyer sur les mêmes sources. Voilà, pour le réseau national, c'est principalement la Société nationale d'électricité qui va faire remonter des informations. Pour le réseau, ce sera d'autres sources, ce sera d'autres acteurs. Certaines informations peuvent remonter par la même source. Par exemple, des enquêtes, comme on disait, les sondages de terrain permettent de savoir si un ménage est connecté par un kit solaire, un mini-réseau ou un réseau national. Mais pour d'autres informations, on n'aura pas forcément toujours les mêmes sources. Alors, au-delà des sources, si on se pose la question de la donnée, de même, comme on le disait, on ne parle pas toujours de la même chose. Quand on est dans le réseau, on va parler de capacité, donc de gigawatts, comme on a pu en discuter avec Marco, par exemple, savoir combien de centrales on a, de quel type de centrale il s'agit. Quand on est dans le monde hors réseau, cette notion est un petit peu moins pertinente. On peut évidemment convertir l'ensemble des panneaux solaires qui composent des kits domestiques en capacité en gigawatts. Et finalement, ce n'est pas ça l'information la plus importante, c'est peut-être le service énergétique qui est offert, le nombre de ménages qui ont un kit solaire et combien de temps ces ménages peuvent s'éclairer ou regarder un téléviseur. Donc, à nouveau, des mondes assez différents et des données qui ne sont pas toujours les mêmes. Et enfin, où est-ce qu'on peut remplir ces données? Comment on peut les partager? Comment faire le reporting? Dans les bilans énergétiques et statistiques énergétiques, évidemment, on fait remonter des informations sur le réseau. Il faut aussi faire remonter des informations liées au mini-réseau, mais c'est souvent peu reporté parce qu'il faut un petit peu préciser la nature du système. Dans les bilans énergétiques, on ne demande pas de faire remonter des informations sur les lampes solaires, sur les kits solaires domestiques. Mais il y a d'autres questionnaires, d'autres bases de reporting de données dans lesquelles on peut tout reporter pour avoir notamment cette vision sur le nombre de personnes qui ont accès, avec toujours cette question, comme on disait, de l'absence de standards très précis. Donc, cette zone de flou, à partir de quelle capacité de lampe solaire ou de kit solaire, on peut considérer qu'on a un accès. L'AIE à sa définition, mais c'est encore des choses qui sont en chantier, on va dire. Par ailleurs, il est tout à fait possible, à l'échelle d'un pays, de collecter l'ensemble de ces données, de les spécifier et de les diffuser. Ensuite, charge à chacun de reprendre les données qui l'intéressent. Et c'est en l'occurrence une bonne pratique que de partager un maximum de données en les détaillant. Alors, je vais passer là-dessus parce que je vois que le temps presse et je vais essayer de vous parler un petit peu plus de modélisation, comme on l'a fait pour l'accès à la cuisson. Alors, comme toujours, quand on fait de la modélisation, un modèle, on l'a dit, c'est un outil qui permet de répondre à une question donnée. Et là, on peut avoir plusieurs types de scénarios, plusieurs approches. On peut avoir l'approche déductive, à quoi ressemblera le futur si les politiques continuent telles qu'elles le sont, si les technologies n'évoluent pas, ou bien, selon d'autres hypothèses, si on accélère les politiques. Donc ça, ce sont on est dans l'ordre des prévisions. Et on a aussi l'approche normative qu'on avait vue, qui consiste plutôt à se dire, si on veut, en 2030, être à tel objectif, notamment l'accès universel à l'électricité, quelle doit être la trajectoire année après année pour y arriver? Dans le cas de l'accès à l'électricité, les questions qu'on va se poser en construisant un modèle, c'est tout d'abord cet indicateur du nombre de personnes qui ont accès. Combien de personnes auront accès chaque année? Combien vont gagner accès année après année? Il y a aussi une question importante sur la demande électrique conséquente de ces ménages qui vont gagner accès. Évidemment, quelle offre va permettre de répondre à cette demande? Et comme on l'a vu dans le module de modélisation sur le secteur électrique, une fois qu'on connaît la demande, on va pouvoir se poser la question du type de portefeuille de technologie, de quelle centrale, quelle solution technologique et comment on les alloue, cette fameuse question de l'ordonnancement,
pour faire face à la demande. Mais on peut également se poser des questions d'investissement. Quels seront les investissements qui vont être nécessaires pour supporter ces déploiements pour l'accès à l'électricité et les impacts, notamment, on en parle souvent, les émissions de CO2. Donc, nous, ce qu'on fait quand on modélise l'accès à l'électricité et qu'on fait des projections qui aujourd'hui nous font dire en 2030, on pense qu'il y aura 630 millions de personnes qui n'auront toujours pas accès à l'électricité en Afrique selon les politiques annoncées. Donc, si on suit la tendance actuelle, c'est qu'en fait, on a une base de données assez détaillée de l'ensemble des projets d'électrification. On essaie de suivre les politiques publiques, mais à nouveau, on peut s'améliorer. On souhaite avoir davantage de données, davantage d'informations. Donc, on est vraiment très engagé à travailler davantage avec vous pour mieux comprendre quelles sont les projections et les actions mises en place dans chaque pays. Et donc, c'est un premier point. On regarde un petit peu les projets. Ensuite, on regarde la consommation par habitant d'électricité. Et de là, on peut en déduire quelle sera la demande d'électricité additionnelle due à l'accès. Donc, savoir les personnes qui aujourd'hui enfin, les personnes qui vont gagner accès, combien seront-elles, combien d'électricité vont-elles consommer. Et ainsi, on peut faire remonter dans le modèle général électricité quelle sera la demande en électricité pour l'accès. De même que ce modèle électricité va pouvoir va pouvoir connaître la demande en électricité du secteur de l'industrie, du secteur des services. Donc là, c'est une autre information qui est celle liée à l'accès. Et ensuite, on a un exercice un peu plus fin de répartir cette demande d'électricité par type d'usage. Donc, ça peut être des besoins d'éclairage, des besoins de refroidissement, des besoins d'appareils électroniques, téléviseurs, radio, par exemple. Alors ensuite, quand on regarde la question de l'accès universel à l'électricité, l'approche qu'on a prise à l'AIE, c'est de s'appuyer sur des données géospatiales pour essayer de proposer la meilleure technologie selon chaque situation. C'est-à-dire, comme on l'a dit, un pays qui est peu dense ou qui a un réseau qui est limité, peut-être que dans certaines zones, ça vaudra le coup économiquement, ce sera plus efficace économiquement de développer des mini-réseaux, de développer des kits solaires, plutôt que de développer le réseau partout. Et cela, ça s'appuie sur des données géospatiales de densité de population, d'infrastructures existantes, de caractéristiques du terrain et d'autres éléments. Et donc, de là, on va pouvoir avoir une demande en électricité par type de solution technologique, réseau, mini-réseau et système portatif. On aura face à ça des informations de production, de capacité à calculer pour avoir une vision d'ensemble. Et voilà, peut-être juste de manière graphique, et ces informations sont disponibles en ligne, avec notamment un rapport spécial sur la Côte d'Ivoire qui est disponible sur notre site, où on a étudié kilomètre carré par kilomètre carré quelle pouvait être l'évolution des infrastructures du réseau, quels pouvaient être les développements de mini-réseaux et de kits solaires domestiques pour atteindre l'accès universel à moindre coût d'ici 2030. Alors, je passe rapidement peut-être juste sur le message de droite pour se dire que d'après cette analyse sur l'Afrique, d'après nos calculs, on pense que offrir l'accès universel aux populations africaines à moindre coût, donc de manière la plus efficace, ça repose à 43% sur le fait d'étendre et de densifier le réseau, mais ça repose aussi à près d'un quart, un peu plus d'un quart sur des systèmes solaires domestiques et à 30% sur des mini-réseaux. Ça, d'après nos analyses géospatiales, c'est la manière la plus économique de donner accès à tous. Et peut-être pour finir en 2-3 minutes sur d'autres résultats de nos projections et de nos analyses, selon les scénarios, donc on peut essayer de projeter quel sera l'impact de ces différents scénarios, de l'évolution de l'accès à l'électricité sur le nombre de coupures, sur l'usage des générateurs diesel et sur les pertes du réseau. Donc
on voit que selon le scénario retenu, on n'arrive pas au même niveau. Dans notre scénario Africa Case, qui vise l'accès universel à l'électricité, évidemment, nos hypothèses sont qu'il va y avoir une forte baisse des pertes, puisque plus d'opérations de maintenance, une meilleure qualité des réseaux, il y aura une meilleure qualité du système électrique général, donc beaucoup moins de coupures, et par conséquent, et cela permet de répondre aux objectifs climat et aux objectifs d'émissions de notre scénario, il y aura beaucoup moins d'utilisation de générateurs diesel de secours. On peut également regarder l'impact sur les investissements. Pour arriver à cette situation d'accès universel, donc on a dans le scénario développement durable, que ce soit en Asie ou en Afrique, il faut investir à peu près 3 fois plus, notamment pour l'Afrique. Et là, à nouveau, sur l'ensemble des technologies disponibles. Donc, des centrales pour générer de l'électricité, des infrastructures pour transmettre, donc les réseaux de distribution, des investissements pour les mini-réseaux et des investissements pour les kits solaires domestiques. Et je finirai avec cette diapositive qui permet de reparler à la fois de l'accès à la cuisson et de l'accès à l'électricité. Si on regarde les émissions de CO2 et de méthane, donc qui est un autre gaz à effet de serre qui a un pouvoir de réchauffement très important lié à l'accès à l'énergie aujourd'hui, on voit qu'on a un peu plus de 100 millions de tonnes de CO2 qu'elles proviennent en partie de l'utilisation du GPL, qu'elles proviennent pour l'électricité en grande partie du réseau, notamment puisque beaucoup de pays ont des centrales à gaz ou d'autres énergies fossiles pour générer l'électricité. Et on regarde en fait dans les politiques annoncées comment cela peut être amené à évoluer d'ici à 2030. Donc ça, c'est notre projection des politiques annoncées où il y aura en fait une baisse des émissions, notamment par des mix énergétiques qui reposent de plus en plus sur les énergies renouvelables et le développement du hors-réseau qui très souvent repose sur du solaire décentralisé. Mais si on regarde notre scénario développement durable, en 2030, on voit qu'en fait, le fait d'améliorer l'accès à la cuisson, ça permet de réduire énormément les émissions de gaz à effet de serre, parce que toutes les personnes qui aujourd'hui utilisent de la biomasse, comme l'a dit Gianluca, qui utilisent du charbon de bois, dont les processus de transformation sont très émissifs, tous ces gens-là, si on leur donne à la place du GPL ou de l'électricité générée par des sources propres, ça permet d'économiser énormément d'émissions. Et donc, en donnant l'accès à l'électricité et à la cuisson propre à l'ensemble des populations, en fait, ça ne se fait pas au détriment du climat et il n'y a pas un coût en termes d'émissions de CO2. Au contraire, on réduit les émissions. Donc voilà le message clé qui est que apporter un accès universel à la cuisson et à l'électricité, en plus de tous les avantages que cela a sur le point de vue du développement économique, de l'éducation, de la santé, d'un point de vue climatique, ça permet de réduire, d'avoir une réduction nette des émissions. Voilà, j'en ai fini pour ces présentations et on vous laisse poser des questions sur ces différents éléments. Alors, comme toujours, hein, si vous avez des questions qui vous viennent plus tard, n'hésitez pas à nous les adresser par email ou dans les groupes WhatsApp dont on dispose. Et les présentations vous seront envoyées là dans les quelques minutes qui suivent, le temps de convertir la présentation en PDF.
Bon, écoutez, s'il n'y a pas de questions, on propose qu'on s'en arrête là, on en reste là pour aujourd'hui, sachant qu'à nouveau, on aura la session de mercredi avec beaucoup plus de temps pour des questions-réponses. On vous donne rendez-vous demain matin. Alors demain, on sera vraiment contraint de s'arrêter à 11h50, donc n'ayez crainte, on ne va pas dépasser et empiéter sur l'heure du déjeuner. Je vous propose qu'on essaye vraiment de commencer à 9h pile pour être sûr de pouvoir donner suffisamment de temps à nos intervenants qui pourront vous présenter leurs travaux de modélisation dans la région. On a notamment un chercheur qui travaille beaucoup sur la Côte d'Ivoire et un autre beaucoup sur le Sénégal, même s'ils ont travaillé aussi sur l'ensemble de la région. Pardon, je vois qu'on a une main levée de Julio Antonio. Allô? Oui. Allô? Bonjour. C'est Julien Antonio Raoul, de la Guinée-Bissau. Bonjour, Julien Antonio. Oui, c'est concernant la programmation. Je vois qu'à 8 heures du matin, c'est trop pour moi. Ce n'est pas pour moi seulement, mais 8 heures, c'est vraiment très tôt. Je ne sais pas comment, si on peut décaler un peu jusqu'à 9h, 9h30, 10h, comme ça, c'est mieux. Arnaud, on t'a pas entendu, je pense que ton microphone il était éteint. Oui, pardon. Merci pour la remarque, Julien Antonio. On est très heureux d'avoir un représentant de la Guinée-Bissau dans la formation. Alors malheureusement, on ne va pas pouvoir changer les horaires. Ce programme de formation est avant tout développé de manière bilatérale avec le Bénin, puisque le programme qui est financé par l'Union européenne est conçu de la sorte. Par ailleurs, on est ravi d'en faire bénéficier d'autres pays de la zone CEDEAO, mais les horaires sont avant tout conçus pour convenir au plus grand nombre pour le Bénin, et on est la CEDEAO, comme vous le savez, hein, à cheval sur plusieurs fuseaux horaires. Donc, on a essayé de prendre un fuseau assez central. Donc, désolé, voilà, si c'est un petit peu tôt pour vous. Les vidéos sont toujours disponibles en ligne et je les poste le jour même. Donc, si vous manquez une partie, n'hésitez pas à vous y référer. Voilà, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup à tous pour votre participation aujourd'hui. Et on vous donne rendez-vous demain matin à 9h pile, s'il vous plaît, pour un nouveau module sur la modélisation. Merci beaucoup. À demain. Au revoir. Au revoir, bonne journée à tous.